Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine. Aujourd'hui, invité du jour, nous allons nous pencher sur une question purement juridique et nous allons parler des régimes matrimoniaux. C'est vrai qu'on se marie devant l'officier de l'État, nous avons le devoir de choisir un régime. D'autres choisissent le régime par influence des parents, d'autres ne connaissent même pas c'est quoi un régime matrimonial. Mais aujourd'hui, nous avons jugé bon de nous pencher dessus avec Maître Rodrigue Ngongo, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Voilà, avec vous, on va parler des régimes matrimoniaux. Qu'est-ce qu'on entend par un régime matrimonial? La loi n'a pas défini le régime matrimonial, mais néanmoins, on entend par le régime matrimonial une manière dont le couple doit gérer leurs biens. Donc c'est une façon organisée par la loi de la manière dont le bien qui appartient au couple doivent gérer vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de tiers. Mais avant de parler de régime matrimonial, il faudrait qu'il y ait au préalable un mariage. Très bien. Est-ce qu'il y a une différence entre un contrat de mariage et un régime matrimonial? Effectivement, il y a une différence. Et le contrat du mariage, n'est-ce pas, est établi par deux personnes de sexe opposé, un homme et une femme qui n'ont pas une union précédente et qui décident de s'unir par le lien conjugal. Et à l'issue de ce mariage, il y a un régime matrimonial qu'ils doivent choisir. Donc le régime matrimonial devient comme une conséquence du mariage. Alors ce régime-là qu'ils doivent choisir, du mariage. Effectivement, ce régime-là qu'ils doivent choisir établit la manière dont leurs biens seront gérés. Très bien. Alors, nous avons parfois des confusions. Il y a des gens qui ne connaissent qu'un seul régime, communauté de biens, surtout dans nos églises. On nous prêche quand on veut se marier. Voilà, le pasteur vient nous dire et vous devez choisir la communauté de biens. Cela prouve que vraiment vous vous aimez et que vous devez marcher ensemble. Et souvent, le pasteur donne l'exemple d'Abraham. Abraham a géré les biens avec Sarah, tout ça. Est-ce qu'il y a plusieurs types de régimes matrimoniaux? Oui, la loi prévoit 3 types de régimes matrimoniaux. Il y a le régime des communautés de biens universels, il y a le régime de séparation de biens et il y a le régime de biens réduits aux acquis ou le régime légal. Et comment chacun d'eux fonctionne? C'est quoi communauté de biens? C'est quoi, je ne sais pas. Expliquez-nous vraiment en profondeur pour que nous puissions vraiment comprendre aujourd'hui la différence entre les 3 régimes. Oui, effectivement. Le régime de communauté des biens universels stipule que lorsque 2 personnes se marient et que ces 2 personnes, la femme et l'homme, auraient acquis les biens avant le mariage, pendant le mariage, alors tout ce bien-là rentre dans le patrimoine commun des 2 conjoints. Alors que les régimes de séparation de biens, les 2 conjoints se décident que le bien acquis avant et les biens acquis pendant le mariage appartiennent à chacun des époux. Et lorsque les 2 époux n'ont pas choisi un régime, la loi impose ce qu'on appelle le régime réduit aux acquis ou le régime légal, qui veut tout simplement que le bien acquis avant le mariage appartienne à chacun des époux et le bien acquis pendant le mariage appartienne aux 2 conjoints. Est-ce qu'avant le mariage, les époux doivent aller signaler leurs biens? Voilà, avant mon mariage, voilà tout ce que j'ai, ça, j'ai des maisons, j'ai des voitures. Si les conjoints ou bien le couple décidaient de choisir la séparation de biens, est-ce qu'ils déclarent leurs biens avant même le mariage? Eux, devant l'officier de l'état civil, la loi se limite par dire que les conjoints doivent choisir un régime matrimonial. La loi n'oblige pas le conjoint
de présenter la situation patrimoniale de chacun des époux. Mais il y a plusieurs manières de prouver à la longue. Lorsque on veut prouver, par exemple, que cette voiture m'appartient, il y a plusieurs manières de prouver. On a fait, par exemple, le mariage le 1er janvier. Moi, j'ai acquis ma voiture le 28 décembre. Donc, déjà, par toutes ces considérations-là, il y a plusieurs moyens et plusieurs façons de prouver que tel bien a été acquis devant le mariage et tel bien a été acquis pendant le mariage. Et pourquoi nous voyons même avec des parents, quand on veut se marier, ils sont là, et même les pasteurs, comme je l'ai annoncé, hein, ils viennent et vous disent, voilà, vous devez choisir la communauté universelle de biens. Est-ce que c'est le régime qui est supérieur ou bien très important que d'autres régimes? Non, vous savez, c'est la raison même de votre émission. Les gens doivent être éduqués et les gens doivent être édifiés par rapport à certaines choses. La loi, lorsque le législateur a prévu ces différents régimes, il a institué ce régime avec les avantages. Donc, chaque régime a un avantage très particulier. Vous pouvez nous citer quelques avantages oui, pour chacun? Oui, je vous dis par exemple, parce que les gens n'aiment pas déjà choisir les régimes de séparation des biens, j'y vais là-bas. Par exemple, que le mari a une qualité de commerçant. La loi voudrait que lorsqu'il a des dettes, parce que ça implique aussi le régime, ce n'est pas seulement les avoirs, il y a aussi des dettes. Lorsque par exemple le mari a des dettes et que ses créanciers, n'est-ce pas, veulent poursuivre aux fins de paiement, ils poursuivent, n'est-ce pas, mais ça ne met pas à l'abri la femme. Ça signifie que les créanciers, lorsque le mari ou la femme a qualité de commerçant, il poursuit le patrimoine. Or, lorsque vous êtes dans le régime de séparation de biens, la femme ou l'homme est à l'abri, n'est-ce pas? Alors que lorsque, par exemple, vous choisissez le régime de communauté des biens universels, le patrimoine est confondu. Donc, vous ne saurez pas dire que ça, c'est le bien de la femme ou alors, celui-là, lorsqu'il vient saisir ou appliquer des saisies sur le patrimoine, même la femme peut, ou le conjoint, l'un des conjoints, peut subir. Donc, le législateur a déjà prévu à chaque régime les avantages. Alors, c'est au conjoint de voir dans quelle situation ils se retrouvent pour choisir leur régime qui sera à leur avantage. Alors, quand vous parlez du choix de régime, qui doit vraiment choisir? Est-ce que ce sont les conjoints ou bien les parents des conjoints? Ce sont les membres de nos familles? Qui doit vraiment choisir un régime matrimonial? Comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, ceux qui se marient, ce sont les deux conjoints. Ce ne sont pas le parent, ni moins le pasteur ou les gens qui influencent le choix du régime. La loi dit que le conjoint doit choisir un régime. Donc, selon la loi, uniquement les conjoints peuvent choisir le régime matrimonial. Alors, nous sommes mariés, nous avons choisi le régime de la communauté universelle de biens et que pendant le mariage, nous trouvons important de changer de régime. Est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable, mais à condition que cela soit fait une seule fois. Donc la loi vous donne la possibilité de changer le régime une seule fois et dans l'intérêt du ménage. C'est-à-dire? C'est comme je vous ai expliqué, les deux conjoints se marient et au début de leur relation, l'un des conjoints n'est pas commerçant, n'a pas qualité de commerçant. Au fur et à mesure qu'ils évoluent, ils comprennent que l'un des conjoints doit être commerçant ou le mari doit être commerçant, par exemple, il a la qualité de commerçant et pour protéger la femme, on doit, n'est-ce pas, aller dans le régime de séparation de biens. Alors, on peut se convenir, on se dit ça appartient à la femme, ça appartient à l'homme et on va une seule fois aller devant l'officier de l'état civil pour solliciter le changement. Et l'officier de l'état civil, lorsqu'il va analyser la requête, il va voir est-ce que c'est dans l'intérêt du ménage ou bien c'est
au profit d'un conjoint à l'égard de notre conjoint. Donc là, l'officier de l'état civil va en tout cas juger, et s'il estime que c'est dans l'intérêt du ménage, il peut autoriser. Et si c'est dans l'intérêt du ménage, mais que ça arrive parfois, peut-être la femme n'est pas d'accord, oui, ou bien l'homme n'est pas d'accord, comment, qu'est-ce que la loi prévoit par rapport à cette situation? Bon, la loi dit dans l'intérêt du ménage. Et quand on dit que dans l'intérêt du ménage, déjà, il ne doit pas y avoir un litige entre les deux conjoints. Ça signifie, lorsque vous désignez ou vous choisissez un régime, et il n'y a pas un choix qui prime sur le choix de l'autre. Vous devez vous convenir, vous devez vous entendre, et il faudrait qu'au préalable, vous tous soyez d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, alors dans ce cas-là, il n'y a pas moyen de changer. Même si c'est dans l'intérêt du ménage, on ne peut pas changer? On ne peut pas changer si les deux conjoints ne sont pas d'accord. Alors maître, en quoi les régimes matrimoniaux peuvent avoir des incidences sur la succession? Oui, alors comme je l'ai dit, les deux conjoints se marient. Il y a le bien qui naissent de l'union de ces deux conjoints. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils évoluent dans le couple, ils payent le bien meuble, le bien immeuble. Alors, le régime matrimonial vient établir, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, la manière dont ce bien devront être gérés à l'égard des conjoints et à l'égard des tiers. Alors, par rapport à votre question, la succession, ça signifie que le contrat du mariage n'est plus. Dans le cas de la succession, donc il y a décès de l'un des conjoints. Tout comme le mariage peut aussi s'éteindre par les divorces et tout ça. Mais pour revenir à votre question, la succession. Donc l'un des conjoints est décédé. Ce décès vient rompre le mariage qui existait entre les deux conjoints, et il y a des implications directes sur le bien. Et lorsque un conjoint venait de décéder, il faudrait d'abord liquider le régime. C'est-à-dire quoi, liquider le régime? Que vous inventoriez tout le bien que les deux conjoints ont eu à acquérir dans leur vie. Vous divisez, dans un français facile, si je peux dire ça, vous divisez par deux. Donc si vous aviez, selon le régime que les conjoints ont choisi, s'ils ont choisi par exemple le régime de communauté des biens universels, vous divisez par deux. 50% qui revient à l'un des conjoints survivants, et 50%, c'est ça qu'on appelle succession. Si par exemple ils avaient choisi le régime de séparation de biens, déjà on connaît d'emblée quel bien appartient à qui. Alors dans ce cas-là, on répertorie juste le bien qui appartenait au conjoint décédé, et ce sont les biens qui vont revenir à la succession. Si les époux n'avaient pas choisi de régime, et qu'on est dans le droit de leur imposer le régime légal ou le régime de communauté de biens réduits aux acquis, on vérifie quels sont les biens qui ont été acquis avant le mariage, quels sont les biens qui ont été acquis pendant le mariage. Alors on fait la distinction. Les biens qui ont été acquis avant le mariage n'entrent pas dans la succession. Mais ceux qui ont été acquis pendant le mariage, on divise le régime, donc la femme ou le conjoint prend sa part, et la part qui appartenait au conjoint décédé rentre maintenant dans la succession. Alors, par exemple, je suis femme, je suis une commerçante, j'ai mon argent, j'arrive quand même à avoir des maisons que je ne signale pas à mon mari, et que j'arrivais à décéder, je n'ai pas laissé de testament, je n'ai rien laissé. Et le mari apprenait que j'avais des choses que je n'ai pas signalées. Est-ce que, quand il s'agira de la succession, est-ce que ces biens seront aussi inclus dans tout ce qu'on aura à séparer, en fait? Et effectivement, c'est comme je l'ai dit, tout dépend du régime que vous allez choisir. Si vous aviez choisi, par exemple, le régime des communautés des biens universels, on dit ce qu'il y a à la femme et à l'homme, ce qu'il y a à l'homme et à la femme. On confond les patrimoines.
Et si la femme, par exemple, venait de décéder, même si de son vivant, elle cachait certains biens, mais lorsqu'on ouvre la succession, il est établi qu'il y avait certains biens que le mari ne connaissait pas, mais on a connu ce bien-là après le décès, et qu'il est établi que ce bien-là appartenait au conjoint, alors ça doit rentrer dans la succession et les liquidateurs doivent, n'est-ce pas, faire le travail de liquider le régime et de procéder au partage entre héritiers. Alors, ce sont des biens que peut-être j'ai achetés pour ma famille, mais je n'ai pas encore donné ça officiellement. C'est encore à mon nom. Comment ça se passe? Ça rentre dans le régime. Ça rentre directement? Effectivement. C'est là où les remesses empoignèrent? Ça rentre dans le régime. Et effectivement, ici, on doit faire la différence entre ce que les gens entendent, n'est-ce pas? Et lorsque il y a la succession, il y a la coutume qui entre en jeu, il y a le droit qui doit être appliqué. Or, le droit est vraiment normatif. Hein? Il y a vraiment des règles qui sont établies, mais dans l'entretemps, il y a la coutume. Hein? Il y a les autres qui vont vous dire non, c'est nous qui sommes, par exemple, les oncles ou les tantes, c'est nous qui devons décider. Mais la loi a déjà, n'est-ce pas, clarifié les choses et on doit appliquer la loi. Alors, pour l'intérêt, n'est-ce pas, familial, tout dépend. Il y a ceux-là, n'est-ce pas, qui, dans la pratique, appliquent la coutume et il y a ceux-là qui appliquent la loi. Alors, lorsqu'on applique la loi, on doit suivre la volonté des mariés. Ils avaient choisi, lors de leur union, quel régime, et lors du partage, il faut appliquer le régime. Et quand il y a décès, par exemple, par accident, c'est toute la famille qui meurt, par exemple. Et voilà, on doit faire le partage. Est-ce qu'on doit tenir compte de ce régime s'il faut remettre l'héritage à leurs membres de famille? Non, là, on ne parlera plus de régime matrimonial. Okay. Là, on parle de la succession. Très bien. Parce que le régime matrimonial, comme on l'a dit, vient à l'issue du mariage. Et lorsque les mariés choisissent le régime, et la loi dit, vous êtes mariés, les biens doivent gérer comme ça. Lorsque vous vous séparez, vous devez vous séparer, vous devez vous séparer et vous devez séparer vos biens comme ça, n'est-ce pas? Et lorsque, par rapport à votre question, lorsque c'est toute la famille qui est décédée, donc l'homme et la femme décèdent au même moment, donc là, on parle de la succession. Alors, dans ce cas-là, la loi aussi a déjà tout prévu. Il y a les héritiers de la première catégorie. Oui. Vous aurez laissé les enfants. Ce sont les enfants qui héritent. Vous aurez laissé des parents. Les parents viennent à l'héritage. Vous aurez laissé des sœurs. Les sœurs aussi viennent à l'héritage. Si toutes ces personnes-là n'existent pas, il y a la troisième catégorie que la loi prévoit qui peut venir à la succession. Mais si toutes ces trois catégories-là n'existent pas, le bien rentre dans le patrimoine de l'État. Ça, c'est très important. Vous ne voyez pas que c'est vraiment plus qu'important que vous puissiez commencer à les sensibiliser dans des églises. Parce que là, nous, quand on grandissait, on connaissait tout simplement la communauté de biens. Alors, moi, je pense que la meilleure des choses, parce que votre chaîne est suivie partout, et lorsqu'on passe comme ça dans votre chaîne, on atteint plus qu'une personne, oui. Et c'est aussi une manière de sensibiliser. En tout cas, maître, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et mesdames et messieurs, c'est donc par là qu'on va mettre un point final à ce numéro. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.